Sous les arches de la majestueuse pont Alexandre III, la brume matinale se mêlait au souffle des voitures et au cliquetis des pas pressés. Là, entre les piliers dorés et les lampadaires opulents, une silhouette discrète devenait presque invisible aux yeux du monde. Claire Moreau, 32 ans, vivait ici depuis presque 2 ans. Ses cheveux, autrefois auburn, tombaient désormais en mèches ternes sur ses épaules. Son manteau râpé avait survécu à plus d'un hiver glacial, et dans son regard, une dignité silencieuse brillait malgré tout. Elle n'était pas née à la rue. Jusqu'à l'incendie, sa vie avait un semblant d'ordre. Un petit appartement dans le 11e arrondissement, des cours de musique dans une école de quartier, et surtout, sa mère, souffrante mais vivante. Tout avait brûlé en une nuit de janvier. L'origine du feu n'avait jamais été élucidée, mais ce qu'elle avait perdu ne pouvait être remplacé par aucune enquête. Sans proches, sans papier, sans toit, Claire était devenue une ombre dans la ville lumière. Depuis, elle survivait entre les marges. Un peu d'aide d'un boulanger compatissant, quelques euros glanés en chantant près du jardin des Tuileries, des nuits passées sous des ponts, dans des abris de fortune ou des cages d'escalier qu'elle quittait à l'aube. Elle évitait les regards, refusait la pitié. Son passé était un souvenir qui brûlait trop pour être raconté. Elle n'avait pas de plan, pas de futur, seulement le jour présent à traverser. Ce matin-là, dans le brouhaha d'un petit café du faubourg Saint-Honoré, où elle venait parfois se réchauffer quelques minutes, grâce à la bienveillance du serveur, un papier collé de travers sur le tableau d'affichage attira son attention. Il était froissé, presque déchiré mais lisible. Recherche nounou temporaire, 8 jours, paiement immédiat, début urgent. Aucun nom, juste un numéro et une adresse dans un quartier qu'elle n'avait jamais osé approcher, Neuilly-sur-Seine. Elle le lut plusieurs fois, comme pour vérifier qu'il n'y avait pas de piège, puis regarda autour d'elle. Personne ne semblait y prêter attention. Elle arracha le papier avec précaution, le plia en deux et le glissa dans la poche intérieure de son manteau. Ce n'était sûrement rien. Une annonce parmi tant d'autres, peut-être une arnaque ou un test. Mais quelque chose dans la formulation, 8 jours, paiement immédiat, la toucha. 8 jours. Elle pouvait survivre à 8 jours. Elle avait survécu à bien pire. Elle passa le reste de la journée à hésiter. Se laver dans les toilettes publiques du parc Monceau. Remettre en ordre ses vêtements du mieux qu'elle pouvait. Attacher ses cheveux. Lorsqu'elle vit son reflet dans une vitrine, elle ne se reconnut pas. Elle ressemblait à une étrangère tentant d'imiter une vie qu'elle avait oubliée. À la tombée de la nuit, elle décida. Elle n'avait rien à perdre. Le lendemain matin, elle se rendrait à l'adresse. Même si on la rejetait à la porte, même si on riait d'elle, elle voulait essayer. Peut-être était-ce la fatigue ou la solitude ou le murmure obstiné de sa mère dans son cœur. « N'abandonne pas, ma fille. » Ce murmure, elle l'entendait souvent, surtout les nuits les plus froides. Assise sous le pont, son regard fixé sur les lumières scintillantes de la tour Eiffel au loin, Claire serra le papier dans sa main comme une promesse. Ce ne serait que 8 jours, juste assez pour respirer autre chose que le goudron, juste assez pour se rappeler qu'elle avait existé autrement. Elle ferma les yeux et s'endormit, bercée par le ronronnement de la ville, sans savoir que le lendemain marquerait le début de quelque chose d'imprévu. Le matin suivant, un ciel gris enveloppait la ville comme un manteau d'indifférence. Claire avança lentement sur le trottoir, le papier froissé serré dans sa main. Elle ne connaissait pas bien ce côté de Paris. Neuilly-sur-Seine semblait appartenir à un monde parallèle. Les immeubles y étaient silencieux, les voitures brillantes, les passants coiffés avec soin, leurs regards glissant sur elle sans s'arrêter. Elle sentait chaque détail de sa tenue comme un aveu, les chaussures usées, le manteau trop grand, les doigts tachés d'encre et de froid. Mais elle continua. À quoi bon hésiter maintenant? L'adresse indiquée la mena devant une propriété étonnamment moderne, entourée d'un mur blanc et d'un portail automatisé. Loin des immeubles haussmanniens, la maison semblait sortie d'un magazine d'architecture. Ligne droite, vert, métal et silence. Claire resta plantée là quelques secondes, le cœur battant. Elle était prête à faire demi-tour. Qui dans cet univers voudrait d'une femme comme elle pour garder un enfant? Pourtant, avant même qu'elle ne se décide, le portail s'ouvrit lentement. Une femme blonde, vêtue d'un tailleur noir impeccable, s'avança vers elle. Elle portait une tablette dans une main et des lunettes discrètes. Elle la regarda de haut en bas, sans ironie mais sans chaleur non plus. « Vous venez pour l'annonce » demanda-t-elle d'une voix neutre.
Claire hocha la tête. « Suivez-moi. » Aucun mot de plus. À l'intérieur, le contraste était saisissant. La propreté, le silence ouaté, l'odeur d'agrumes diffusée par quelque appareil invisible. Claire sentit ses pas résonner étrangement sur le sol de marbre. La femme la fit asseoir dans un petit salon près d'une baie vitrée, donnant sur un jardin parfaitement taillé. « Monsieur de la Cour va vous recevoir. » Claire n'avait jamais entendu ce nom. Elle ne savait rien de l'homme. Elle n'avait aucune attente. Elle était venue par nécessité, non par ambition. Pourtant, lorsqu'il entra, elle se redressa instinctivement. Thomas de la Cour était plus jeune qu'elle ne l'aurait cru, 35 peut-être. Grand brun, costume sombre, une allure de ceux qui dirigent sans hausser la voix. Son regard, en revanche, était ailleurs, fatigué, lointain. Il lui lança un rapide coup d'œil, sans marque de surprise. « C'est vous, Claire Moreau ?» Elle acquiesça. Il consulta la tablette que la femme lui tendit, fronça légèrement les sourcils, puis haussa les épaules. « Vous avez déjà gardé des enfants ?» demanda-t-il. Claire hésita une seconde. « Pas officiellement, mais j'ai pris soin de ma mère pendant 7 ans. » Il hocha lentement la tête. « Pas de sourire, pas d'autres questions. C'est pour 8 jours. Vous serez logé ici. Ma fille s'appelle Victoire. Elle a 4 ans. Elle ne parle plus depuis 1 an. Si vous tenez 2 jours, ce sera déjà mieux que la dernière. » Claire n'en crut pas ses oreilles. Était-ce une forme d'humour? Elle chercha une réaction dans ses traits, mais Thomas de la Cour ne semblait ni cruel ni ironique, simplement distant, pratique. Il se leva, tendit la main. « Solène vous montrera la chambre. Je pars demain matin. Je compte sur vous pour veiller à ce que Victoire mange, dorme et reste en sécurité. Pour le reste, faites comme vous pouvez. » Et il sortit. Solène, toujours silencieuse, conduisit Claire à l'étage. Le couloir était baigné de lumière naturelle. Des tableaux modernes aux murs, des meubles minimalistes et cette propreté clinique, presque intimidante. La chambre d'amis où Claire allait loger était spacieuse avec une salle de bain attenante. Tout était prêt, draps propres, serviettes pliées, une petite trousse de toilette encore emballée. Elle se sentait intruse dans un monde qui n'était pas le sien. Mais plus que tout, c'est la rencontre avec Victoire qui la déstabilisa. La petite était assise sur un tapis moelleux, une peluche dans les bras, le regard fixé sur la fenêtre. Elle ne tourna même pas la tête lorsque Claire entra. Solène s'effaça sans dire un mot, laissant les deux seuls. Claire s'approcha doucement sans tenter d'engager le contact. Elle savait que certains silences avaient besoin d'espace pour respirer. Elle s'assit au sol, à bonne distance, et observa. Victoire avait des cheveux bruns bouclés et une robe blanche brodée. Elle semblait propre, nourrie, soignée. Mais son regard était ailleurs, comme si elle s'était détachée de ce monde. Pendant près d'1 heure, Claire resta là, immobile. Elle ne parla pas, ne tenta aucun jeu. Elle attendait. Finalement, la fillette tourna légèrement la tête. Leurs regards se croisèrent, juste 1 seconde. Rien de plus. Mais pour Claire, c'était un début. Ce soir-là, elle s'endormit dans un lit qu'elle n'osait croire réel. Les draps sentaient la lavande. Le silence n'était plus celui des rues, ponctué de sirènes et de cris, mais celui d'une maison où rien ne manque. Elle ferma les yeux, encore méfiante. 8 jours. Elle avait promis 8 jours. Elle pouvait tenir. Le lendemain matin, elle se réveilla avant l'aube, prépara du thé dans la cuisine immaculée, tâtonnant parmi les objets qu'elle ne reconnaissait pas. Victoire descendit peu après, encore en pyjama, toujours muette. Claire lui servit un bol de lait tiède, puis s'assit en face d'elle. Elle ne parla toujours pas. À la fin du petit déjeuner, alors que la petite ramassait sa peluche tombée au sol, elle effleura la main de Claire, sans même s'en rendre compte. Claire ne bougea pas. Mais dans son cœur, une fissure de chaleur s'ouvrit. Peut-être, pensa-t-elle, qu'il y avait une place pour elle ici. Pas en tant que femme ou mère ou compagne, mais en tant que présence, en tant qu'être humain. Thomas ne revint pas ce jour-là. Il avait laissé des instructions par Solène. Le planning de la petite, les numéros à appeler en cas d'urgence, l'accès restreint à certaines pièces. Claire suivit tout scrupuleusement. Elle n'était pas ici pour se faire remarquer. Elle voulait simplement faire ce qu'on lui demandait. Rien de plus. Mais dans la tête de Thomas, malgré la distance, quelque chose avait bougé. Il repensait à cette femme arrivée sans référence, sans passé clair, sans prétention. Elle n'avait posé aucune question. Elle n'avait rien exigé. Et dans un monde où tout le monde voulait toujours plus, cela avait quelque chose d'étrangement apaisant. Ce qu'il ignorait encore,
c'est que cette étrangère, avec ses silences et sa résilience, allait bouleverser bien plus que la routine de sa fille. Elle allait fissurer les murs qu'il avait mis des années à ériger autour de lui. Mais pour l'instant, il n'en savait rien, et Claire non plus. Elle regardait Victoire dessiner en silence, assise sur le tapis, le soleil filtrant à travers les grandes vitres, et sans comprendre pourquoi, elle sourit. Pas pour l'argent, pas pour la maison, pas même pour la chaleur. Elle sourit parce qu'en ce moment précis, elle ne se sentait plus invisible, et cela suffisait. Le 3e jour commença sous une lumière douce, filtrant à travers les grandes baies vitrées du salon. La maison semblait en veille, comme suspendue dans une attente silencieuse. Claire se leva avant Victoire, comme elle l'avait fait la veille, et se dirigea vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Elle avait désormais repéré où se trouvaient les choses essentielles. Les bols blancs empilés avec rigueur, les sachets de thé dans un tiroir à compartiments, le pain de mie dans une boîte en métal parfaitement rangée. Tout avait une place définie. Tout sauf elle. Et pourtant, elle commençait à s'y glisser. Victoire descendit en silence, ses petits pieds nus effleurant à peine les marches de l'escalier en bois clair. Elle portait un pyjama gris perle, les cheveux en bataille, et dans ses bras, sa peluche usée qu'elle tenait comme une ancre. Claire lui servit du lait tiède et quelques tartines beurrées. La fillette s'assit sans un mot, les yeux fixés sur la table. Pas un regard, pas un geste vers elle, mais elle mangea. Ce simple acte suffisait à Claire pour deviner que quelque chose dans la routine était en train de se rétablir. Elle ne cherchait pas à forcer le lien, elle ne lui posait pas de questions. Elle ne la pressait pas. Elle se contentait d'être là, présente et constante. Après le petit déjeuner, Claire proposa une promenade dans le jardin. Elle enroula un foulard autour du cou de Victoire et enfila elle-même un manteau beige prêté par Solène. Dehors, l'air était frais, l'automne ayant déposé son empreinte sur les arbres bordant la propriété. Des feuilles rousses tombaient en lente spirale. Victoire marcha quelques pas derrière elle, d'abord distante, puis de plus en plus près. Elle ne dirait rien. Claire désigna simplement un écureuil qui sautait d'un arbre à un autre ou une touffe de champignons au pied d'un vieux chêne. La fillette observait, mais ne répondait pas. En fin de matinée, elles rentrèrent et Claire proposa une activité. Elle déballa une vieille boîte de peinture trouvée dans un placard. La table du salon fut recouverte d'un drap blanc, les pinceaux alignés comme des outils de chirurgie. Victoire s'assit devant la feuille blanche, hésitante. Claire prit un pinceau, le trempa dans le bleu et traça un simple trait horizontal. Puis elle posa l'outil. Sans un mot, elle invita Victoire à continuer. Et elle le fit. Ce ne fut pas un chef-d'œuvre, juste un enchevêtrement de couleurs maladroites, des taches plus que des formes. Mais ce fut un geste. Et dans ce geste, une intention. Claire regardait sans juger, sans diriger. Elle se contentait d'accompagner. Lorsque la fillette lui tendit le pinceau pour la première fois, ce fut comme un pacte silencieux, une reconnaissance mutuelle. Elles peignèrent ainsi pendant plus d'1 heure, sans parler, sans musique, juste le clapotis des pinceaux dans l'eau, le froissement du papier. Solène, qui observait de loin, fronça légèrement les sourcils. Elle n'avait jamais vu la petite rester aussi longtemps avec une nourrice sans pleurer, sans se cacher. Mais elle ne dit rien. Elle nota l'heure dans son agenda, ajusta sa veste et retourna à son bureau. À l'heure du déjeuner, Victoire suivit Claire sans qu'on le lui demande. Elle s'assit à table, mangea avec appétit. Puis, l'après-midi, elles s'installèrent sur le canapé, entourées de coussins. Claire proposa un livre. Victoire ne répondit pas mais ne s'éloigna pas non plus. Claire commença à lire à voix basse. Ce n'était pas une histoire passionnante, simplement un conte illustré. Mais la voix de Claire avait un rythme apaisant, presque hypnotique. Victoire ferma les yeux sans s'endormir, comme si le monde extérieur s'était mis sur pause. Plus tard, dans la chambre de la fillette, alors que Claire rangeait les vêtements lavés, un petit bruit la fit se retourner. Victoire, debout près de son lit, tendait la main. Claire s'approcha, sans comprendre d'abord. Puis, lentement, la fillette attrapa sa main, la serra doucement entre ses doigts minuscules. Aucun mot ne fut échangé, mais ce simple contact en disait plus que 1000 phrases. Claire sentit sa gorge se nouer. Elle resta ainsi, à genoux, la main dans celle de l'enfant. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit ni fugitive, ni déplacée, ni invisible. Elle se sentit utile, nécessaire. Elle ne pleura pas. Mais à l'intérieur, un écho fragile grandissait. La journée passa ainsi, ponctuée de silences habités.
À aucun moment Claire ne força le lien. Elle ne posa pas de questions sur la mère absente. Elle ne mentionna pas Thomas, qu'elle n'avait pas revu depuis l'entretien initial. Elle respectait l'espace de l'enfant, mais lui offrait le sien. Le soir venu, alors qu'elle bordait Victoire, la petite glissa la peluche contre le flanc de Claire, comme pour lui signifier une appartenance temporaire. Claire dormit peu cette nuit-là. Non par inconfort, mais par une forme d'inquiétude nouvelle. Ce rôle de nourrice, elle l'avait accepté comme un sursis, une parenthèse. Mais voilà qu'en 3 jours à peine, elle se trouvait liée à un être dont elle ne savait presque rien, et qui pourtant la touchait profondément. Elle repensa aux regards vides des passants dans la rue, aux jours froids passés sous les ponts, aux matins sans but. Ici, pour la première fois depuis des années, elle se levait avec une raison. Et cette raison tenait en 4 ans et quelques centimètres. Le lendemain, au réveil, Claire trouva un petit dessin posé devant la porte de sa chambre. Un soleil maladroit, un arbre et 2 silhouettes tenant la main d'une plus petite. Aucune légende, juste un message évident. Elle le glissa dans sa poche, incapable de le regarder trop longtemps, sans ressentir une douleur étrange. Elle savait que tout cela avait une date de fin. 8 jours. Elle n'était ici que pour 8 jours. Rien n'était promis au-delà. Mais elle se promit intérieurement que tant que ces 8 jours dureraient, elle ferait tout pour que Victoire sente qu'elle n'était pas seule. Pas cette semaine. Pas avec elle. Elle ne remplacerait personne. Elle ne réparerait rien. Mais elle pouvait être une présence. Stable, calme, constante. Parfois, c'était suffisant pour tout changer. Dans la cuisine, en préparant le petit déjeuner du 4e jour, elle entendit pour la première fois des pas venir vers elle, non par obligation, mais par volonté. Et dans ce petit bruit matinal, il y avait déjà quelque chose de précieux. Le mercredi se leva sur une lumière pâle, tamisée par les nuages persistants au-dessus de Paris et de ses alentours. Claire s'était réveillée plus tôt que d'habitude, prise d'une étrange nervosité qu'elle ne s'expliquait pas entièrement. La maison était silencieuse comme chaque matin, mais il y avait dans l'air une tension discrète, comme si quelque chose s'apprêtait à changer. Elle prépara le petit déjeuner avec les gestes déjà familiers, vérifiant 2 fois la cuisson du pain et la température du lait. Victoire descendit peu après, les yeux encore mi-clos, ses cheveux en bataille lui tombant sur le front. Elle s'assit sans un mot, mais avec une confiance nouvelle dans la manière dont elle se laissa aider à beurrer ses tartines. Claire nota le progrès sans sourire, sans commentaire, mais en silence, elle le grava quelque part en elle. Après le repas, elles passèrent à la matinée à jouer avec des blocs de construction dans le salon. Victoire semblait de plus en plus à l'aise, de plus en plus concentrée. Elle n'avait toujours pas prononcé un mot, mais ses gestes devenaient plus expressifs. Elle mimait parfois des demandes avec une clarté troublante. Claire s'adaptait à ce langage, attentive aux moindres mouvements, à la moindre expression du visage de l'enfant. Elle ne cherchait pas à la faire parler. Elle attendait que ça vienne si cela devait venir. Le lien, lui, était déjà là. En début d'après-midi, Claire installa un petit atelier de peinture dans la véranda. Le soleil avait percé timidement et la lumière diffusait des reflets dorés sur le sol de pierre claire. Elles peignirent longtemps, côte à côte, absorbées chacune dans leur monde. Claire, concentrée, traçait des paysages abstraits, tandis que Victoire semblait obsédée par des formes simples. Des maisons, des visages ronds, des traits épais. Ce fut alors qu'elle dessina une silhouette féminine entourée d'un cercle jaune, semblable à un soleil. Et tout près, une autre silhouette, plus petite, à laquelle elle ajouta une main tendue. Claire ne dit rien. Elle comprenait. Ce que l'enfant ne pouvait formuler avec des mots, elle l'exprimait ainsi. L'attachement prenait forme. En fin d'après-midi, alors qu'elle nettoyait les pinceaux, Claire entendit le bruit feutré de la porte d'entrée. Ce n'était pas Solène, dont les talons claquaient toujours sur le parquet. C'était un pas plus lourd, plus assuré. Elle comprit que Thomas était de retour. Elle n'y avait pas pensé depuis le premier jour, tant le quotidien avec Victoire occupait toute la place. Elle s'essuya les mains en hâte, nerveuse à l'idée de croiser à nouveau cet homme qui l'avait embauchée en 5 minutes, sans poser de véritables questions. Thomas entra dans le salon sans cérémonie. Il s'arrêta un instant sur le seuil, surpris par la scène devant lui. Victoire était assise par terre, un pinceau dans la main, concentrée sur une feuille. Claire, accroupie à côté d'elle, la guidait doucement, sans imposer. Le sol était parsemé de taches de couleurs, les meubles protégés par des draps blancs, et la lumière de fin de journée baignait la pièce d'une lueur presque chaude.
Thomas ne dit rien tout de suite. Il observa. Ce qu'il vit ne ressemblait en rien à ce qu'il avait connu avec les précédentes nourrices, la rigueur, la distance, l'ennui. Ici, il y avait du chaos, mais un chaos organisé, vivant, coloré. Et surtout, Victoire ne semblait ni tendue, ni absente. Elle semblait là. Claire se redressa lentement, un peu raide. « Bonjour, monsieur Delacour. » Il hocha la tête. « Thomas, pas de formalités ici. » Il s'approcha, jeta un coup d'œil au dessin. Il reconnut l'un d'eux. C'était sa fille, lui et une autre silhouette qu'il identifia comme étant Claire. Il ne dit rien, mais son regard se posa longuement sur l'image, puis sur Claire. Il remarqua ses mains tachées de peinture, ses ongles courts, ses vêtements modestes, mais propres. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle faisait simplement son travail. Plus tard, alors que Victoire s'était retirée dans sa chambre pour une sieste, Thomas invita Claire à dîner avec lui. Ce n'était pas une demande formulée avec chaleur, mais plutôt une proposition spontanée, presque une curiosité. Elle hésita. Elle n'avait pas d'habit pour ce genre de moment. Mais il insista. Ce n'est qu'un dîner ici, dans la cuisine. Pas de formalité. La table fut dressée rapidement. Pas de grand repas, juste des plats simples réchauffés. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, un peu raides. Le silence initial fut pesant. Puis Thomas engagea la conversation. Il lui demanda comment les journées se passaient. Claire répondit brièvement, évitant les détails. Elle n'aimait pas parler d'elle, mais il était insistant, sans être oppressant. Il voulait comprendre. Il demanda d'où elle venait, ce qu'elle faisait avant. Elle hésita, puis parla de musique, de l'école où elle enseignait avant. Elle évita soigneusement d'évoquer la rue, l'incendie, la solitude. Il ne posa pas de questions sur cela. Pas encore. Au fil des échanges, Thomas devint plus attentif. Il observait cette femme qui ne ressemblait à aucune autre de son entourage. Elle n'avait ni les manières ni les ambitions qu'il croisait dans les soirées d'affaires, mais elle avait une présence, une intelligence discrète, une force silencieuse. Il remarqua ses mains marquées par les épreuves et se demanda ce qui avait pu la mener jusqu'ici. Il n'osa pas poser la question, ce n'était pas encore le moment. Claire, de son côté, se sentit scrutée, mais pas jugée. Elle percevait en Thomas une fatigue qu'elle reconnaissait, celle des gens qui tiennent debout par automatisme, qui avancent parce que s'arrêter serait trop douloureux. Elle vit dans ses gestes une tension contenue, dans ses regards une pudeur qu'elle respecta. Elle ne chercha pas à l'attendrir, à séduire, à attendrir. Elle restait elle-même, dans une simplicité presque déconcertante. Et c'est cela, précisément, qui éveilla quelque chose chez lui. Le dîner se termina sans promesse ni projet. Thomas la remercia simplement. Victoire a l'air différente, plus présente. Claire répondit sobrement « Je ne fais que l'écouter ». Il hocha la tête, pensif. Puis, il se leva et la laissa seule dans la cuisine. Lorsque Claire monta se coucher, elle croisa son reflet dans le miroir de la salle de bain. Elle ne s'y était pas regardée depuis longtemps. Il y avait dans son visage une fatigue qu'elle connaissait bien, mais aussi une lumière discrète. Peut-être parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, elle avait dîné à une table sans se sentir de trop. Peut-être parce qu'un homme, un inconnu, avait vu en elle plus qu'une silhouette anonyme. Elle ne savait pas ce que cela signifiait et ne cherchait pas à le deviner. Mais elle sentit que quelque chose imperceptiblement commençait à bouger. Ce soir-là, dans la maison silencieuse de Neuilly-sur-Seine, il n'y eut pas de déclaration ni de geste grand. Juste deux personnes, assises face à face, partageant un repas sans artifice. Et cela suffisait pour marquer un tournant. Le lendemain matin, un jeudi au ciel laiteux, la maison s'éveilla lentement. Claire, fidèle à sa routine silencieuse, préparait déjà le petit déjeuner lorsque Victoire descendit les escaliers. Sa peluche contre elle, les cheveux encore ébouriffés par la nuit. Elle ne dit rien comme à son habitude, mais cette fois, au lieu d'aller s'asseoir directement, elle tendit à Claire une feuille pliée en 4. Dessin maladroit au crayon de couleur, 2 silhouettes, un soleil et ce qui semblait être une maison avec un cœur dessiné au centre. Claire le prit sans un mot, mais son regard s'adoucit en découvrant les lettres gribouillées en bas du dessin. Claire, pas parfaitement formée, pas alignée, mais lisible. Pour la première fois, la petite avait écrit son nom. Elle ne dit rien à Victoire, pas de félicitations exubérantes, pas de réaction excessive, juste un léger hochement de tête et un regard chargé de reconnaissance. Ce fut suffisant pour que la petite fille, sans bruit,
viennent s'asseoir et commencent à manger. Dans la matinée, après les rituels du petit déjeuner et de la toilette, Victoire entraîna Claire à l'étage, vers sa chambre. C'était la première fois qu'elle le faisait volontairement, sans être appelée. Claire la suivit, attentive. La chambre de l'enfant, décorée avec sobriété mais goût, respirait une forme de mélancolie. Peu de jouets exposés, des couleurs douces, des peluches impeccablement rangées. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Claire fut le mur blanc près du lit. Il y avait là un dessin en cours, fait à même le mur avec des feutres lavables visiblement autorisés. Victoire se mit à genoux et poursuivit son œuvre. Claire s'approcha doucement. Le dessin représentait une femme aux cheveux longs, une robe bleue, debout à côté d'une plus petite figure qui tenait une fleur. Au-dessus de la plus grande, un mot, écrit en lettres hésitantes, « Maman ». Et juste à côté, dans une autre couleur, un deuxième mot, « Claire ». Claire resta figée. C'était la première fois que son nom apparaissait ainsi, accolé à une représentation aussi intime. Elle ne savait pas quoi penser. Elle ne savait pas si elle devait être touchée ou inquiète. L'enfant faisait un lien entre sa mère disparue et elle. Peut-être une confusion, peut-être un transfert. Mais ce n'était pas à elle de juger, ni de corriger. Ce n'était pas une revendication, c'était une expression, un besoin, peut-être. Une tentative maladroite de fixer les choses dans ce monde devenu flou. Elle ne dit rien. Elle s'agenouilla simplement à côté de Victoire et traça un petit cœur à côté du prénom écrit. La fillette la regarda du coin de l'œil, puis continua son dessin, concentrée. En fin de matinée, Thomas monta à l'étage, averti par Solène qu'il y avait quelque chose d'inhabituel dans la chambre de sa fille. Lorsqu'il entra, il s'arrêta net devant le mur. Claire se leva aussitôt, un peu tendue. Victoire s'était réfugiée derrière elle, comme si elle avait peur d'une réaction. Thomas observa les dessins, puis s'approcha lentement. Son regard se fixa sur le mot « Claire », écrit à côté du mot « maman ». Il resta silencieux, longtemps. Claire, ne sachant que faire, finit par dire « Elle l'a fait d'elle-même. Je ne l'ai pas encouragée. » Il répondit sans détourner les yeux « Elle n'avait rien écrit depuis plus d'1 an. Pas un mot, pas une lettre. » Il se tourna ensuite vers Claire. « Vous avez fait en 4 jours ce que des professionnels n'ont pas réussi en 8 mois. » Claire baissa les yeux. « Je n'ai rien fait. Je suis simplement resté là. Elle a fait tout le reste. » Thomas la regarda plus attentivement. Il semblait vouloir ajouter quelque chose, mais se retint. Il hocha la tête, une expression indéchiffrable sur le visage, puis quitta la pièce sans mot de plus. L'après-midi se déroula dans un calme inhabituel. Victoire paraissait plus enjouée, plus active. Elle choisit elle-même ses vêtements, demanda par geste à sortir dans le jardin. Elle courait parmi les feuilles tombées, ramassant des cailloux, traçant des chemins invisibles. Claire la suivait à distance, toujours présente, jamais intrusive. Elle observait la manière dont l'enfant semblait renaître, jour après jour, geste après geste. Ce n'était pas un miracle, c'était une reconstruction patiente. Vers le soir, Solène demanda à parler à Claire. Ce fut bref, professionnel mais non moins direct. « Monsieur de la Cour vous garde sous contrat pour encore 4 jours. Rien ne changera à ce propos. Mais sachez que je surveille de près ce qui se passe ici. Vous êtes arrivé sans référence, sans passé officiel, et je ne suis pas à l'aise avec ça. » Claire la regarda dans les yeux. « Je comprends. » Solène hocha la tête et s'en alla. Pas de menace, pas d'animosité, juste une tension froide, une méfiance institutionnelle. Le dîner se fit dans un silence feutré. Thomas était présent, plus calme, plus attentif. Il observait sa fille, fasciné par les changements. Elle mangeait seule, tenait ses couverts, levait parfois les yeux vers lui. À un moment, elle pointa sa fourchette vers le pain et le désigna à Claire. Une forme rudimentaire de communication, mais claire. Thomas eut un léger sourire, imperceptible, mais réel. Claire évita de croiser son regard. Elle se concentrait sur l'instant, rien d'autre. Après avoir bordé Victoire, Claire resta un moment sur le seuil de la chambre. Elle regardait la petite dormir, un bras autour de sa peluche, l'autre étendu vers la place vide du lit. Ce geste la bouleversa. Elle referma doucement la porte et descendit. Dans le salon, Thomas l'attendait debout près de la fenêtre. Il avait dans la main un dessin, celui du matin, avec les 2 silhouettes et le mot « Claire ». Il lui tendit la feuille. « Elle vous a choisi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est là. » Claire prit le papier et le plia avec soin.
Je ne suis pas celle qu'elle croit. » Il la fixa. « Et pourtant, elle vous voit. C'est déjà beaucoup. » Ils restèrent un moment sans parler, chacun dans ses pensées. Puis Thomas dit simplement « Bonne nuit, Claire. » Elle répondit d'un murmure « Bonne nuit, monsieur Delacour. » En remontant dans sa chambre, elle sentit un poids nouveau dans sa poitrine. Ce n'était pas de la peur, c'était une responsabilité. Une reconnaissance qu'elle n'avait pas cherchée, mais qu'on lui offrait. Et cela, dans son existence marquée par l'effacement, prenait une valeur immense. Le vendredi matin, un vent plus vif soufflait sur les rues calmes de Neuilly-sur-Seine. À l'intérieur de la maison, pourtant, tout semblait figé dans une routine devenue presque naturelle. Claire préparait le petit déjeuner avec ses gestes désormais bien rodés. Victoire, fidèle à elle-même, descendit sans un mot, la peluche contre le cœur. Elle s'assit à table, observa quelques instants les tartines que Claire venait de disposer, puis leva les yeux vers elle, comme si quelque chose voulait sortir, mais restait coincé quelque part entre sa gorge et ses pensées. Claire ne posa aucune question. Elle lui tendit un petit pot de confiture d'abricot et attendit. L'enfant se servit seul, avec lenteur et concentration. Le silence était plein de sens, d'accords muets entre elles. Après le petit déjeuner, Claire proposa de faire un peu de musique. Elle avait trouvé, la veille, un petit clavier électronique oublié au fond d'un placard du bureau. En le nettoyant, elle avait reconnu le modèle. Basique, mais suffisant pour réveiller des souvenirs. Elle installa l'instrument sur la table basse du salon, régla le volume au minimum et commença à jouer quelques notes simples, des mélodies douces. Victoire s'approcha avec curiosité, ses doigts suivant les touches sans les toucher. Claire joua quelques airs classiques, des comptines, rien de trop exigeant. Elle n'enseignait pas, elle partageait. Victoire posa finalement un doigt sur une touche et pressa doucement. Une seule note, puis une autre. Un sourire discret naquit au coin de ses lèvres. Claire ne dit rien. Elle savait que dans ses gestes fragiles, l'enfant cherchait un espace pour respirer autrement que par les mots. En fin de matinée, alors que Claire rangeait la cuisine, elle surprit une conversation dans le couloir. Solène parlait à voix basse, mais avec une fermeté inhabituelle. Elle disait à Thomas que Claire n'avait fourni aucun document officiel, aucune preuve de son identité. « Tu la laisses seule avec ta fille sans rien savoir d'elle, c'est irresponsable. » La voix de Thomas, plus calme, répondit « Je sais ce que je fais. Elle ne représente aucun danger. » Solène insista. « Et si un journaliste découvre ça, si elle a un passé que tu ignores, ton image, ta société ?» Il coupa court. « Ce n'est pas une stratégie de communication, c'est ma fille. » Claire, immobile derrière la porte entr'ouverte, écoutait sans respirer. Elle ne se sentait pas trahie par les doutes de Solène, elle comprenait. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est comment Thomas allait agir. L'après-midi, Claire décida de sortir Victoire dans le jardin. L'enfant courait à petits pas entre les arbres, ses bottes en caoutchouc frappant les feuilles humides. Elle riait, un rire sans son, une sorte de souffle joyeux. Claire la suivait, gardant toujours une distance respectueuse. Puis, sans prévenir, Victoire s'arrêta devant un banc et s'assit. Claire fit de même. Après quelques secondes de silence, la fillette tourna la tête vers elle, ses yeux plus profonds que d'habitude, et posa une main sur son bras. Ce geste si simple provoqua en Claire une onde inattendue. Elle se sentit vue, réellement vue. De retour à l'intérieur, Thomas les attendait dans le salon. Il avait dans la main un dossier mince. Claire comprit immédiatement. Il lui demanda de s'asseoir. Victoire, sur ordre doux de son père, monta à l'étage. Claire s'installa sans détourner le regard. Thomas posa le dossier sur la table. « Solène a raison sur un point. On ne sait rien de vous. » Elle hocha lentement la tête. « Je comprends. » Il poursuivit. « Je ne veux pas d'explication si vous ne voulez pas en donner. Mais vous devez comprendre aussi que je ne peux pas faire comme si cela n'avait aucune importance. » Claire inspira profondément. Elle ne fuyait pas. Pas cette fois. Elle décida de parler d'une voix calme, sans détour. « Mon nom est Claire Moreau. J'ai été professeur de musique dans une école publique du 11e arrondissement. Il y a 3 ans, ma mère est tombée malade, une forme de cancer agressive. J'ai arrêté de travailler pour m'occuper d'elle, seule, aucun autre parent. » Elle marqua une pause. Après 7 ans de soins, de nuits blanches, d'hôpitaux, elle est morte dans un incendie qui a aussi détruit notre appartement. J'ai perdu mes papiers. Mon emploi n'était plus actif.
Mon compte en banque était vide. Et moi, j'étais dehors. Thomas ne l'interrompit pas. Elle continua. J'ai vécu 2 ans dans la rue. Pont Alexandre III, quelques boulots, des restos solidaires. J'ai survécu. Pas plus. Quand j'ai vu votre annonce, j'ai compris que je n'avais pas le luxe d'attendre mieux. Elle baissa les yeux un instant. Je n'ai pas de référence, monsieur Delacour, mais j'ai appris à veiller, à soigner, à écouter. Pas dans une école, mais dans la vraie vie, avec ma mère. Et maintenant, avec votre fille. Un silence suivit, pas tendu, mais dense. Thomas se leva, fit quelques pas, puis revint vers elle. Pourquoi ne pas avoir dit tout cela avant? Claire le regarda, sans défi. Parce que je ne pensais pas que ça vaudrait quelque chose. Il acquiesça lentement. Vous avez raison sur un point. Ce n'est pas une histoire classique. Mais ma fille vous a choisi. Et moi, je vous crois. Elle sentit ses muscles se détendre. Pas totalement, mais assez pour respirer. Le soir venu, lors du coucher de Victoire, Claire sentit la petite plus agitée que d'habitude. Elle ne voulait pas dormir. Elle s'accrochait à sa peluche, tournait dans son lit. Claire resta à ses côtés, fredonnant une berceuse qu'elle chantait autrefois à sa mère dans les dernières semaines. Ce n'était pas une chanson connue, juste une mélodie douce, presque murmurée. Victoire finit par s'endormir, la main posée sur la manche de Claire, comme une encre dans la nuit. En sortant de la chambre, Claire croisa Thomas dans le couloir. Il s'arrêta devant elle. « Vous avez dit que vous n'avez pas de maison, mais ici, vous avez un toit, le temps que vous en ayez besoin. » Claire ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête, incapable de formuler ce qu'elle ressentait. Ce soir-là, elle s'endormit sans penser au lendemain. Sans calculer combien de jours il restait sur les 8, elle n'était pas encore libre. Mais elle n'était plus invisible, et cela, pour l'instant, suffisait. Le samedi matin se leva dans une douceur inattendue pour un automne parisien. La lumière semblait moins grisâtre que les jours précédents. Elle posait sur les bâtiments de Neuilly-sur-Seine un voile presque chaleureux. Claire se réveilla un peu plus tard que d'habitude, sans alarme, comme si son corps, pour la première fois depuis longtemps, avait autorité sur l'heure de sa levée. Elle s'habilla simplement, un jean usé, un pull gris clair et le vieux manteau qui avait survécu à des hivers plus rudes que celui-ci. Elle prit une fois encore le papier froissé dans sa poche intérieure, le dessin de Victoire avec son nom écrit qu'elle ne pouvait s'empêcher d'emmener. Elle fit un dernier regard vers la grande baie vitrée de sa chambre, contemplant les arbres jaunis dans le jardin, et se dit que cet endroit, malgré tout, devenait peu à peu un lieu de transition, ni complètement à elle, ni tout à fait étranger. Elle descendit. Dans la cuisine, elle prépara un petit panier de pique-nique. Quelques croissants, du jus d'orange, des pommes. Lorsqu'elle entra dans le salon avec le panier, elle trouva Victoire déjà prête. Bottes en caoutchouc jaune, écharpe rose, l'air fier mais tranquille. Le manteau que Claire lui avait prêté la veille pendait sur le dossier d'une chaise. L'enfant l'enfila en silence. Claire sourit légèrement, puis elle attendit. Quelques minutes plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit et apparut Thomas. Un manteau sombre, le visage marqué par quelques traces de fatigue. Il marmonna un « bonjour ». Bref, en voyant les deux femmes. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle posa le panier à terre, ajusta l'écharpe de Victoire. Thomas articula « Vous allez au marché ?» Il avait l'air un peu surpris, mais aussi apaisé. Claire acquiesça. « Oui, le marché de rue de Saint-Ouen. » Elle connaissait peu ce lieu, mais elle voulait que Victoire voie autre chose que le jardin bien entretenu de la propriété. Elle voulait que l'enfant se sente libre, que le monde lui appartienne un peu. Thomas hésita, puis il hocha la tête. « D'accord. Soyez à l'heure pour déjeuner. » Elles partirent. Le trajet fut silencieux d'abord, puis peu à peu ponctué de choses simples. Un chant d'oiseaux dans un repeuplement de verdure, une voiture ancienne traversant une rue voisine, un kiosque à journaux laissant échapper le parfum du papier. Victoire tenait la main de Claire serrée sans force comme un geste nouveau. Lorsque le métro plongea sous terre, puis remonta vers l'air frais, l'enfant regarda par la fenêtre et lâcha un petit rire. Peut-être la première vraie note de joie qu'elle prononçait en présence de Claire. Celle-ci sourit intérieurement. Elle ne savait pas si ce rire comptait comme un mot, mais pour elle, c'était une victoire. Au marché de Saint-Ouen, les couleurs explosaient. Fruits éclatants, légumes frais, tissus bariolés. Les marchands appelaient les clients en sourdine. Les sacs se remplissaient. Les odeurs se mélangeaient, pain chaud, cannelle, pommes écrasées. Claire laissa Victoire choisir.
L'enfant s'arrêta devant un étal de pommes rouges, en pointa une, puis en choisit 3 autres. Elle se tourna vers Claire et sembla attendre une approbation. Claire acquiesça. Très bon choix. Victoire ne répondit pas, mais son sourire s'élargit. Elles continuèrent, s'arrêtèrent devant un stand de fromage, puis un autre de miel local. Claire acheta 2 petits pots de miel et un pain de campagne. Victoire s'accrocha au panier, le tirant légèrement, comme si elle voulait le porter. Claire laissa. Elle voulait que la fillette comprenne qu'elle avait du pouvoir, qu'on lui faisait confiance. À un moment, Victoire s'arrêta, regarda autour, puis ramassa une marguerite égarée près du pavé. Elle la porta à son nez, la respira, puis la tendit à Claire. Le contraste entre la simplicité de ce geste et l'environnement urbain cossu où elles venèrent de vivre était frappant. Une marguerite parmi les immeubles haut de gamme et les voitures luxueuses. Avec ce geste, Victoire partageait un monde à part, puis elles s'assirent sur un banc. Claire ouvrit le panier de coupe pique-nique qu'elle avait emporté. Elles mangèrent les croissants, les pommes, burent le jus d'orange. Autour, le marché continuait. Des gens entraient, sortaient, riaient, négociaient. Claire observa Victoire. Elle mangeait avec appétit, sans hâte, en regardant les passants. Elle n'ouvrit pas la bouche pour parler. Mais elle n'avait plus cette distance figée. Elle appartenait à la scène comme un élément intégré. Dans ce moment, Claire sentit que quelque chose en elle avait basculé. Ce n'était plus seulement un travail temporaire, ce n'était plus seulement une survie. C'était une vie en train de se réécrire. Après le déjeuner, elles se promenèrent dans les ruelles adjacentes, loin des stands principaux. Les façades anciennes, les graffitis, les vélos abandonnés, tout semblait raconter une autre ville, plus vraie, plus rugueuse. Victoire Gambada s'arrêta pour dessiner des formes invisibles avec ses doigts sur un mur écaillé. Claire la laissa faire. Elle ne jugeait pas. Elle ne redirigeait pas. Elle la suivait. C'était un apprentissage silencieux. À un moment, Victoire leva la tête vers elle et dessina un cercle dans l'air. Claire sentit un vertige de tendresse. Elle répondit par un sourire discret. En revenant vers le métro, elles s'arrêtèrent dans un petit café-terrasse. Le serveur, pressé mais poli, leur apporta 2 cafés pour adultes et un chocolat chaud pour Victoire. L'enfant s'installa sur une chaise haute, regardant son chocolat comme un trésor. Elle l'éteignit un instant, le reprit, le but. Claire observa les autres clients. Des couples, des amis, des touristes. Elle sentit que pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas spectatrice de la vie, mais actrice. À côté d'elle, l'enfant riait sans mots, tapotait la mousse du chocolat. Le serveur posa une main sur son épaule et dit à Claire « Jolie compagnie ». Elle hocha simplement la tête. Il ne lui demandait rien. Il ne jugeait pas. Juste un commentaire. Elle fut surprise de s'en sentir touchée. De retour à la maison tard dans l'après-midi, le ciel avait déjà viré à un gris plus profond. Elles montèrent à l'étage sans dire mot. La routine reprit son cours. Lessive, bain pour Victoire, livre avant le coucher. Mais ce soir-là, lors du dîner, Thomas était là plus tôt. Il les regarda s'installer autour de la table. Il n'avait pas l'air de vouloir parler. Il regarda son assiette, puis posa sa fourchette. Vous étiez toutes les 2 dehors longtemps. Il ne demanda pas ce qu'elle faisait. Claire répondit « Oui, le marché ». Il hocha la tête. « J'ai vu le panier ». Le silence revint. Puis Victoire leva la tête vers lui et dit lentement, clairement « Miel ». Thomas sursauta. Le mot sortit comme un éclair. La bouche ouverte, il la regarda. Claire aussi. Victoire resta immobile, fière. Puis elle baissa les yeux. Thomas murmura « Bravo ». Il ne l'avait pas applaudi. Il ne l'avait pas souri. Il avait simplement dit ces mots. Mais pour l'enfant, pour l'instant, c'était bien plus que tout autre geste. Dans la chambre de Victoire, au moment du coucher, Claire glissa à l'enfant la marguerite qu'elle avait ramassée. Victoire la tint dans ses mains, la regarda, la posa sous son oreiller. Puis elle le toucha. Claire lui sourit. L'enfant leva les yeux. Un regard pur, sans réserve. Beau, simple. Claire comprit que ce geste ne signifiait pas une promesse de « famille parfaite ». Il signifiait une possibilité, une ouverture. Elle se sentait prête à la tenir. Elle se sentit partagée entre la fragilité de ces moments et la puissance qu'ils recelaient. Comme elle s'endormit ce soir-là, elle ne pensa pas aux jours qui restaient. Elle pensa à ce rire minuscule dans le métro, au morceau de miel sur la langue de Victoire, à la certitude qu'un marché de rue pouvait changer un peu le déroulé d'une vie.
Et dans ce surgissement silencieux d'un instant partagé, elle sut que ce 8 jours ne seraient probablement plus jamais les simples 8 jours d'un travail temporaire. Le samedi soir s'étirait lentement. Le ciel au-dessus de Neuilly-sur-Seine s'était obscurci en douceur, teinté de ce bleu profond qui précède la nuit, mais n'a plus rien de l'après-midi. Dans la maison, les lumières étaient tamisées, une atmosphère feutrée régnait, paisible, mais chargée d'une tension sourde. Claire venait de terminer le bain de Victoire. La petite était propre, vêtue d'un pyjama bleu ciel, assise sur le lit avec un livre dans les mains, la tête penchée sur les images, comme si elle lisait déjà. Elle avait peu parlé, mais ses gestes étaient nets, assurés, et sa manière de s'installer dans son lit ne trahissait plus la même retenue que les premiers jours. Elle dormait désormais sans résistance, acceptant la main qui l'abordait, la voix qui lui racontait une histoire. Claire se leva doucement, l'embrassa sur le front sans bruit, puis sortit de la pièce en refermant la porte avec précaution. En bas, dans la cuisine, Thomas était debout, accoudé au plan de travail, un verre d'eau à la main. Il se retourna en entendant les pas de Claire dans l'escalier. Il n'avait pas mis de veste ce soir-là, seulement une chemise légèrement froissée, les manches retroussées. Son regard trahissait une certaine hésitation, mais il n'attendit pas que Claire lui adresse la parole. « J'ai pensé. Ce serait bien de vous remercier autrement que par un chèque. J'ai préparé quelque chose de simple, un dîner. Ici, pas dans un restaurant, juste pour parler, si vous avez faim. » Claire, un peu surprise, baissa les yeux sur ses vêtements. Toujours simples, toujours les mêmes, puis releva le regard. Elle hésita une seconde, puis répondit « D'accord. » Le salon avait été réaménagé. Une table avait été dressée devant la cheminée, 2 couverts, une bouteille de vin entamée, 2 verres, une lumière chaude et douce. Rien d'excessif, mais soigné. Thomas lui proposa de s'asseoir, puis apporta les plats. Il avait cuisiné lui-même, chose qu'il confessa avec un demi-sourire. Claire goûta, hocha la tête. « C'est très bon. » Il la remercia d'un simple regard. Le silence fut long au début, chacun mangeant avec attention, cherchant ses mots. Puis, doucement, les phrases commencèrent à naître. Il lui demanda comment elle avait appris la musique. Claire expliqua que son père, mort quand elle était adolescente, lui avait laissé un vieux piano. Elle avait appris seule, puis suivi des cours dans une école municipale. Elle parlait d'une voix calme, presque détachée, mais ses mots portaient une charge émotionnelle évidente. Elle évoqua les premières compositions, les récitals modestes, les enfants qu'elle avait enseignés, sa passion pour transmettre. Thomas écoutait sans interrompre. Il posait parfois une question, jamais intrusive, juste assez pour qu'elle continue. Elle parla peu de sa mère, mentionna seulement les années passées à ses côtés, les soins, les nuits, le renoncement à tout le reste. Elle ne se plaignait pas, elle ne dramatisait pas, elle constatait. Thomas sembla frappé par cette absence de revendication. Il lui dit alors sans détour « J'ai vu beaucoup de gens dans ma vie, des ambitieux, des cyniques, des blessés. Mais vous, Claire, je ne sais pas, vous ne cherchez rien. Et c'est ça qui me dérange, ou qui m'intrigue. » Claire haussa légèrement les épaules. « Je n'ai plus appris à chercher. Je prends ce qu'on me donne, si c'est donné sincèrement. » Il acquiesça, pensif. Puis, changeant de sujet, « Et la musique? Vous n'avez jamais essayé de recommencer ?» Elle secoua la tête. Pas les moyens, pas l'endroit, pas la tête. Le repas s'acheva lentement. Ils restèrent encore un moment à table, les verres à moitié pleins. La conversation dériva vers Victoire. Thomas se montra plus vulnérable. Il expliqua que depuis la mort de sa femme, il avait tenté de tout contrôler. Les horaires, les routines, les personnes. Il ne supportait pas le désordre, l'imprévu. Mais Claire, par sa seule présence, avait désorganisé sans violence cet équilibre figé. Ce n'était pas prévu. Je ne pensais pas qu'une inconnue, arrivée sans papier, sans passé visible, pourrait transformer notre quotidien. Et pourtant, c'est ce que vous faites. Claire baissa les yeux. Elle savait que ces mots, dits dans une autre bouche, dans un autre contexte, auraient pu sembler manipulateurs. Mais ici, ils étaient crus, directs, sans calcul. Elle répondit doucement. « Je n'ai rien changé, j'ai juste été là. » Thomas la regarda longuement, puis, dans un souffle, dit « Et j'aimerais que vous restiez. Plus que 8 jours. » Claire releva la tête. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais ses doigts se crispèrent légèrement sur la nappe. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle avait envie de dire oui,
presque instinctivement. Mais elle savait aussi que rien dans sa vie ne lui appartenait vraiment. Pas encore. Elle prit une gorgée d'eau puis déclara « Je ne suis pas certaine d'avoir une place ici, pas sur le long terme. » Thomas ne répondit pas. Il se leva, débarrassa quelques assiettes, revint avec une petite boîte. Il la posa devant elle. « Je ne vous offre pas un contrat, Claire, ni une promesse, juste la possibilité. Dedans, il y a une clé. Elle ouvre une chambre, ici. La vôtre. Pas la chambre d'amis. Elle est vide pour l'instant. Faites-en ce que vous voulez. » Claire ouvrit la boîte. Une petite clé argentée. Aucun mot, aucun symbole. Elle referma le couvercle doucement. « Je ne vous promets rien. » Il acquiesça. « Moi non plus. » La soirée se termina ainsi. Pas de baiser, pas de rapprochement précipité. Juste deux adultes, écorchés chacun à leur manière, qui avaient trouvé dans l'autre une zone respirable. Dans sa chambre, cette nuit-là, Claire plaça la boîte sur la table de chevet. Elle ne l'ouvrit pas de nouveau, mais elle savait qu'elle y penserait toute la nuit. Car dans cette clé, il y avait plus qu'un accès à une pièce. Il y avait une ouverture vers un futur possible, fragile, mais réel. Le dimanche matin s'installa avec une lenteur presque bienveillante. Le ciel était clair, lavé par la pluie de la veille, et les premiers rayons de soleil dessinaient des formes diffuses sur le parquet de la maison. Claire, réveillée avant l'aube par habitude, restait allongée quelques minutes de plus, les yeux ouverts, à écouter les sons du silence. Ce matin-là, la maison semblait respirer différemment. Victoire ne s'était pas encore réveillée, et l'étage baignait dans un calme suspendu. Elle finit par se lever, traversa le couloir, vérifia discrètement la porte de la petite. Aucun bruit. Elle redescendit sans hâte et entra dans la cuisine. Sur la table, le panier de la veille était encore là, vidé, nettoyé, replié avec soin. Claire sourit en silence. Elle prépara le café, fit griller du pain, coupa des fruits. Les gestes, mécaniques, lui donnaient une forme de stabilité. À peine eut-elle terminé de disposer les assiettes que le bruit sec de son vieux téléphone portable résonna dans la poche intérieure de sa veste. Un son qu'elle n'avait pas entendu depuis plusieurs semaines. Le téléphone, un modèle usé à clapet, servait uniquement pour les urgences. Elle n'avait reçu que 2 appels au cours des derniers mois. Un pour l'informer d'une distribution alimentaire, l'autre pour une place temporaire dans un centre d'accueil refusé à la dernière minute. Elle le sortit, hésita une seconde avant de répondre. « Claire Moreau ?» La voix était celle d'une femme douce mais formelle. Elle se présenta rapidement. Une assistante sociale de Lyon. « Nous avons une place pour vous. Un centre avec accompagnement, possibilité de régularisation, aide au logement. C'est une chance rare. » Claire resta figée. Elle s'était inscrite sur cette liste presque un an plus tôt, sans jamais croire qu'un jour viendrait où elle serait rappelée. « Le départ est prévu pour demain matin. Vous devriez arriver avant 18 h. » Un silence. Claire ne répondit pas. La femme répéta doucement « Est-ce que cela vous convient ?» Elle promit de rappeler plus tard. Elle raccrocha sans émotion apparente, mais ses mains tremblaient légèrement. Une place, une possibilité réelle de sortir de l'ombre. Un lit, une adresse officielle, un accompagnement. Elle s'assit, le téléphone toujours dans la main. Cette proposition, elle l'attendait depuis si longtemps que sa réalité lui semblait irréelle. Mais maintenant, elle avait un nom sur un mur, une clé dans une boîte, un regard d'enfant qui cherchait le sien. Victoire entra dans la cuisine peu après, les pieds traînants, la bouche encore marquée par le sommeil. Elle s'approcha de la table, grimpa sur sa chaise et attrapa une tranche de pomme. Claire l'observa. Elle connaissait maintenant chacun de ses gestes, la manière dont elle tenait sa cuillère, la façon dont elle baissait les yeux quand elle réfléchissait. Tout chez Victoire devenait familier. Et dans ce familier, il y avait un danger, celui de vouloir rester. Elle savait que ces 8 jours étaient une parenthèse. Mais la réalité, plus forte qu'une promesse, se rappelait à elle. Le reste de la matinée se déroula dans une routine douce. Elles firent un puzzle ensemble dans le salon, puis passèrent un moment à écouter de la musique. Claire montra à Victoire quelques notes sur le clavier électronique et la petite reproduisit maladroitement ce qu'elle entendait. Elle tapait sur les touches avec sérieux, concentrée comme si elle rejouait une symphonie. Thomas était absent. Il avait laissé un mot sur la table du salon. Réunion prolongée, retour prévu dans l'après-midi. Claire lut le mot, le reposa sans rien dire. Elle s'était habituée à ses absences. Mais ce jour-là, elle aurait voulu qu'il soit là.
peut-être pour partager le poids de la décision qu'elle n'avait pas encore prise, peut-être simplement pour qu'il la regarde et comprenne ce qu'elle ne savait pas dire. L'après-midi, Claire monta dans sa chambre, téléphone en main. Elle composa le numéro de l'assistante sociale. La femme répondit aussitôt. Claire dit simplement « J'accepte ». Il y eut un silence bref, puis la voix confirma « Rendez-vous demain matin, gare de Lyon, départ à 8 heures ». Claire raccrocha. Elle resta immobile un long moment. Son regard se posa sur la boîte contenant la clé que Thomas lui avait donnée la veille. Elle ne l'ouvrit pas. Elle la prit, la glissa dans une de ses poches. Puis, elle commença à faire sa valise. Elle n'avait presque rien. 2 pantalons, quelques hauts, ses papiers de secours, le téléphone, le dessin de Victoire. Tout tenait dans un sac discret, usé, mais solide. Elle le posa près de la porte de sa chambre. Elle n'en parla à personne. Pas à Solène, pas à Victoire, encore moins à Thomas. Elle voulait que ce départ reste silencieux, sans explication, sans drame. Elle n'était pas de ces gens qu'on retient. Elle avait appris à disparaître sans faire de bruit. Le soir venu, elle prépara le dîner comme d'habitude. Thomas rentra vers 19 heures, l'air fatigué. Il salua rapidement Claire, caressa les cheveux de sa fille, puis s'installa à table. Victoire mangea sans un mot, concentrée. Thomas lança quelques questions, rien de personnel. Il ne semblait pas voir la valise au pied de l'escalier. Claire répondit brièvement, avec la même retenue qu'au premier jour. Quelque chose entre eux avait changé, et en même temps, tout restait suspendu dans une zone floue, ni intime, ni distante. Après le dîner, Claire accompagna Victoire dans sa chambre. Elle l'aborda, lui raconta une histoire inventée, à mi-chemin, entre une chanson et une comptine. L'enfant s'endormit rapidement. Claire resta un instant à l'observer. Puis, comme chaque soir, elle éteignit la lumière et referma doucement la porte. En redescendant, elle trouva Thomas debout dans le salon. Il regardait par la fenêtre sans vraiment voir. Il se retourna en l'entendant. « Vous partez quelque part » demanda-t-il simplement. Claire hésita une seconde, puis répondit « Demain ». Elle ne précisa rien. Il s'approcha lentement. « C'est définitif » Elle haussa légèrement les épaules. « C'est une opportunité. Une vraie. » Il ne dit rien pendant un long moment. Puis, dans un souffle, déclara « Je ne sais pas quoi dire ». Claire sourit, triste. « Ne dites rien. » C'est plus simple ainsi. Il la regarda longtemps. Il ne la retint pas. Il n'essaya pas de comprendre davantage. Elle ne voulait pas qu'il le fasse. Pas maintenant. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta assise sur le bord de son lit, regardant la valise, pensant à l'enfant qui l'attendait peut-être dans un autre coin de la France. Un enfant qu'elle ne connaissait pas, une vie qu'elle devait recommencer, ailleurs. Mais chaque pensée, chaque battement d'angoisse était traversé par l'image de Victoire dormant paisiblement, par cette voix d'homme disant « je ne sais pas quoi dire », et par cette clé, toujours dans sa poche. Un objet sans valeur, mais chargé d'un possible qu'elle n'avait pas encore su affronter. Le dimanche se leva dans un silence plus épais que d'habitude. Dans la maison, rien ne bougeait encore. Les premières lueurs du matin s'infiltraient lentement à travers les rideaux, dessinant des lignes pâles sur les murs du couloir. Claire n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Son sac était prêt, posé discrètement à côté de la porte de sa chambre, comme un rappel muet que le moment approchait. Elle avait tout organisé dans sa tête. Départ à 7 heures, marche jusqu'à la gare, train pour Lyon à 8 heures. Pas de discours, pas de message laissé derrière. Juste un départ. Elle descendit dans la cuisine avant tout le monde, comme à son habitude. Prépara du café, fit griller le pain, mit quelques tranches de fruits dans une assiette. Les gestes étaient les mêmes, mais la sensation, elle, était étrangère. Elle n'était plus dans une routine, mais dans une fin programmée. Une page qu'on tourne volontairement sans savoir si l'histoire pourra continuer. Peu après 8 heures, Thomas descendit. Il portait un sweat noir, une barbe de quelques jours, le regard un peu embué. Il s'arrêta au seuil de la cuisine, observa Claire en silence pendant quelques secondes, puis s'approcha. Il ne demanda pas pourquoi elle était debout si tôt. Il ne mentionna pas la valise qu'il avait vue la veille. Il se contenta de se servir un café et de s'asseoir en face d'elle. Aucun mot ne fut échangé pendant plusieurs minutes. Il buvait, elle mangeait quelques miettes, sans vraiment y penser. Puis il dit d'une voix posée « Elle vous cherche dès qu'elle se lève ». Claire ne répondit pas immédiatement. Elle savait qu'il parlait de Victoire. Elle leva les yeux vers lui et murmura «
Elle s'habituera à une autre. Il secoua la tête, sans conviction. Elle ne s'est habituée à personne depuis 1 an. Vous n'êtes pas interchangeables. Elle détourna le regard. Ces mots, pourtant simples, pesaient lourd. Quelques instants plus tard, des pas résonnèrent dans l'escalier. Lent, hésitant. Victoire entra dans la cuisine, sa peluche dans les bras, encore en pyjama. Elle regarda Claire, puis Thomas, et grimpa sur sa chaise. Sans rien dire, elle tendit la main vers la tranche de pomme posée devant elle. Claire la lui donna, évitant son regard. L'enfant mangeait en silence, comme si elle sentait que quelque chose flottait dans l'air. Après le petit déjeuner, Claire accompagna Victoire dans le jardin. Il faisait froid, mais le ciel était dégagé. Les arbres avaient perdu la plupart de leurs feuilles, formant un tapis brun sous leurs pieds. La petite courait entre les branches, ramassant ici un caillou, là une feuille encore verte. Claire la suivait de loin, les mains dans les poches, sentant la clé contre sa cuisse. La clé que Thomas lui avait donnée, celle qu'elle n'avait pas utilisée. Au bout d'un moment, Victoire s'arrêta près d'un banc et s'y assit. Claire s'approcha, s'installa à ses côtés. Elles restèrent ainsi côte à côte, sans parler. Puis, d'une voix si basse que Claire faillit ne pas l'entendre, Victoire demanda « Tu pars ?» Claire sentit un frisson dans son dos. Elle tourna lentement la tête vers elle. La fillette ne la regardait pas. Elle fixait le sol, les mains posées sur ses genoux. Claire hésita. Elle ne savait pas quoi répondre, pas à voix haute. Finalement, elle dit « Oui ». Victoire ne pleura pas. Elle ne protesta pas. Mais elle se leva et alla s'asseoir à l'autre bout du banc. Ce geste simple déchira Claire plus que n'importe quel mot. Elle resta immobile, les yeux fermés quelques secondes. Puis, doucement, elle commença à chanter. Une berceuse, la même que celle qu'elle avait chantée à sa mère, puis à Victoire. Une mélodie douce, sans prétention, qu'elle avait apprise enfant. À sa surprise, Victoire revint lentement vers elle, posa sa tête sur sa cuisse et resta là, sans bouger. Thomas, de la fenêtre du salon, observait la scène. Il ne disait rien, ne bougeait pas. Il regardait Claire comme on regarde une chose précieuse qu'on n'a pas su protéger. Il y avait dans ses yeux une fatigue plus lourde que celle du manque de sommeil, une sorte d'acceptation mélangée à une impuissance qu'il détestait. Il savait qu'il aurait dû parler plus tôt. Il savait aussi que parfois, le silence est plus facile à porter que le risque d'un refus. Vers midi, Claire remonta dans sa chambre. Elle vérifia une dernière fois le contenu de sa valise. Tout était là. Elle la referma, la posa à côté de la porte. Elle descendit déjeuner. Victoire mangeait sans enthousiasme, mais sans tristesse apparente. Thomas restait silencieux, ne posant aucune question. Claire évita leur regard. Elle ne voulait pas pleurer. Elle voulait partir avec dignité, sans effondrement. Après le repas, Claire retourna dans le jardin avec Victoire. Elles dessinèrent à la craie sur les dalles de pierre, des soleils, des maisons, des cœurs. La petite semblait plus calme. Claire, elle, comptait les heures. Le train partait tôt le lendemain matin. Elle devait partir avant que la maison ne se réveille. Elle avait déjà acheté le billet en ligne sur une borne en ville, lors d'une course brève la veille. En fin d'après-midi, elle aida Victoire à ranger ses jouets, à choisir son pyjama, à se brosser les dents. Elle l'installa dans son lit comme tous les soirs. Mais cette fois, elle resta plus longtemps. Elle lui raconta une histoire sans queue ni tête, inventée sur le moment. L'histoire d'une petite étoile qui tombait sur la terre et qui ne savait pas si elle devait rester ou repartir dans le ciel. Victoire écoutait, les yeux grands ouverts. À la fin de l'histoire, elle ne dit rien. Elle se tourna simplement vers Claire et attrapa sa main. Claire resta là, à genoux près du lit, sa main dans celle de l'enfant. Elle ne pleurait pas. Elle s'imprégnait de ce moment, de cette petite main, de cette chambre, de cette odeur de savon. Lorsqu'elle sortit de la pièce, elle descendit dans le salon. Thomas était là, assis, les coudes sur les genoux. Elle s'arrêta au milieu de la pièce. Il leva les yeux vers elle. Aucune parole ne fut échangée. Le silence était total. Puis elle fit un pas vers lui, puis un autre, et s'assit en face de lui. Il la regarda longuement. Enfin, il dit d'une voix rauque « Je crois que je vous aime ». Claire ne sourit pas. Elle ne réagit pas. Elle fixa ses mains, puis répondit « Ce n'est pas le bon moment ». Il hocha la tête, presque imperceptiblement. Il ne chercha pas à la retenir. Il n'insista pas. Il n'avait pas à le faire. Il savait que ce qu'il ressentait était réel, mais il comprenait aussi que parfois, l'amour n'est pas suffisant pour effacer les chemins que l'on doit suivre. Claire se leva, remonta dans sa chambre et s'assit sur son lit.
Elle prit la boîte contenant la clé, l'ouvrit, la regarda, puis la referma. Elle la plaça au fond de son sac, pas comme une promesse, pas comme un engagement, juste comme un souvenir, une trace. Impossible. Et elle éteignit la lumière. Pour la dernière fois, pensa-t-elle. Demain serait un autre monde, une autre route. Mais ce 7e jour resterait à jamais, celui où quelque chose d'irréversible s'était inscrit en elle. Lundi matin, le 8e jour, la lumière à l'extérieur avait cette teinte bleutée si particulière, celle qui précède de peu l'aube, quand la ville dort encore, et que les maisons sont encore figées dans leur respiration nocturne. Dans le couloir de l'étage, la valise de Claire était posée bien droite, juste à côté de la rampe de l'escalier. Elle ne faisait pas de bruit, n'avait pas laissé de lettres. Elle n'avait rien dit à Thomas la veille au soir, en quittant le salon. Et Victoire dormait encore profondément, bercée par l'illusion d'une continuité qu'elle ne soupçonnait pas devoir être brisée dans quelques heures. Claire descendit les marches lentement, chaque pas résonnant avec une clarté nouvelle dans le silence de la maison. Elle portait ses vêtements les plus propres, pliés avec soin la veille. Elle s'arrêta un instant au milieu de l'escalier, jeta un dernier regard vers l'étage et reprit sa marche. Dans la cuisine, elle prit une tasse, versa du café noir, resta debout en buvant par petites gorgées, les yeux fixés sur un point invisible du carrelage. Elle savait exactement combien de temps elle avait. Le train partait à 8 heures. Elle devait être à la gare avant 7h45. Il lui restait 20 minutes avant de partir. Elle s'accorda encore un moment pour simplement rester là, dans cet espace devenu familier, observer les murs, la table, les bols en céramique dans l'égouttoir. Alors qu'elle s'apprêtait à remonter pour prendre sa valise, un bruit inattendu la fit sursauter. Des pas rapides, précipités, puis une voix aiguë, claire, fragile. Une voix d'enfant. Claire, c'était Victoire. Debout en haut de l'escalier, en pyjama, les cheveux en bataille, les pieds nus sur le parquet froid. Elle l'avait vue. Elle l'avait cherché. Et elle avait parlé. Un mot, un prénom, pas un cri, pas un murmure. Un appel. Claire resta figée. Elle sentit son estomac se contracter, son cœur battre plus vite, ses mains trembler légèrement. Victoire descendit quelques marches, les yeux fixés sur elle. « Tu vas où » demanda-t-elle d'une voix encore incertaine. Claire ne savait pas quoi dire. Elle n'avait pas prévu ça. Pas cette voix. Pas ces mots. Elle ouvrit la bouche, la referma, inspira profondément. « Je dois partir, Victoire. » L'enfant s'arrêta au milieu de l'escalier. Elle ne pleura pas, mais son visage se ferma. « Pourquoi » Claire s'approcha, gravit 2 marches pour être à sa hauteur. Elle tendit la main que Victoire attrapa sans résistance. « Parce que je n'appartiens pas à ce monde, Victoire. Je n'étais là que pour quelques jours. » L'enfant secoua la tête d'un geste minuscule. « Tu peux rester. » Ces mots, simples, lui coupèrent à la respiration. Claire se força à sourire, mais ses yeux trahissaient autre chose. « Tu m'as beaucoup donné, plus que tu ne sais, mais je ne peux pas m'imposer. » Victoire ne répondit pas. Elle descendit le reste des marches, passa à côté de Claire et s'assit sur le dernier degré de l'escalier, silencieuse, immobile. C'est alors que Thomas apparut, attiré par les voix. Il portait un pantalon de survêtement et un t-shirt gris. Il regarda la scène sans dire un mot. Il vit la valise. Il vit sa fille assise, les bras autour des jambes. Il vit Claire debout, sans défense. Il s'approcha lentement. Claire se redressa. Ils se regardèrent. Il n'y avait pas de colère dans son regard. Il n'y avait pas de surprise non plus, seulement une forme de lucidité douloureuse. « Vous partez donc ?» Elle hocha la tête. « Je dois le faire. » Il ne répondit pas tout de suite. Il se pencha vers sa fille, lui caressa doucement les cheveux. Puis, sans quitter Claire des yeux, il dit « Et si je vous disais que cet endroit a changé quand vous êtes arrivés ?» Claire sentit sa gorge se serrer. Elle baissa les yeux. « Ce n'est pas suffisant. Vous avez une vie ici, une image, une entreprise, des habitudes. Je suis une parenthèse. » Thomas secoua la tête. « Non, vous êtes un bouleversement, et peut-être que j'en avais besoin. » Un silence, un long silence. Puis Claire dit simplement « Ce n'est pas à moi de décider. » Il ne répliqua pas. Il s'écarta. Elle monta chercher sa valise, la redescendit sans bruit. Victoire la regardait faire, les lèvres serrées. Claire s'agenouilla devant elle. « Tu vas aller très bien, Victoire. Tu es forte, tu es intelligente, et tu n'es plus seule. » La petite hocha la tête. Puis, dans un dernier geste, elle serra Claire dans ses bras. Pas longtemps.
mais assez pour que la sensation reste. Claire ouvrit la porte. L'air frais du matin entra dans la maison. Elle fit un pas dehors. Thomas resta dans l'entrée, les bras croisés, les yeux dans les siens. Il n'avança pas. Il ne lui dit pas de rester. Il la laissa libre. Et c'était cela, précisément, qui rendait le départ plus difficile. Claire sortit. La porte se referma lentement derrière elle. Elle marcha jusqu'à l'arrêt de bus, la valise roulant sur les pavés. Dans sa poche, la clé. Elle n'y toucha pas. Pas encore. Dans sa tête, la voix de Victoire résonnait encore. Ce prénom, dit avec force. Cette demande silencieuse de rester. Mais elle continua, parce qu'elle devait aller au bout de cette promesse faite à elle-même, recommencer, avoir une adresse, un travail, une stabilité. Elle avait appris à ne pas attendre que les choses viennent à elle. Et pourtant, cette fois, quelque chose en elle vacillait. Dans le bus, elle regardait défiler les rues. Elle ne pleurait pas. Mais son regard restait fixé sur les fenêtres, comme si elle espérait voir la maison une dernière fois. Le train l'attendait. Le centre à Lyon. Un lit. Une nouvelle vie. Mais au fond d'elle, elle savait déjà que la décision ne serait pas aussi simple. Parce qu'il y a des liens qu'on ne choisit pas, qui s'imposent, qui naissent sans prévenir, et qui, parfois, décident à notre place. La gare de Lyon était comme toutes les grandes gares en fin de journée, pleine, nerveuse, traversée de voies pressées, de valises qui roulent, de pas rapides, de regards perdus. Claire arriva 1 heure en avance, sa valise dans une main, le billet imprimé dans l'autre, le cœur plus lourd qu'elle ne l'aurait imaginé. Le hall principal était inondé de lumière artificielle. Elle trouva un banc métallique, s'y assit et posa la valise entre ses jambes. Le panneau d'affichage indiquait que son train partirait de la voie M à 18 heures précises. Pas de retard prévu. Un départ sans faille, comme une décision sans retour. Elle garda les yeux fixés sur les départs, les noms des villes s'affichant et disparaissant, comme une promesse de nouveaux débuts pour des centaines de voyageurs. Pour elle, ce train ne représentait pas un voyage, mais une rupture. Le dernier acte d'un rôle qu'elle avait accepté sans y croire et qu'elle avait fini par habiter plus profondément qu'elle ne l'aurait jamais cru. Autour d'elle, les gens parlaient fort, riaient, se disputaient, vivaient. Elle restait immobile. Elle pensait à la chambre qu'elle n'avait jamais utilisée, à la clé qu'elle n'avait pas rendue, à la boîte qu'elle avait laissée dans sa poche, à Victoire, à Thomas. Le trajet depuis la maison jusqu'à la gare avait été long, mais elle ne s'en souvenait déjà plus. Tout ce qu'elle avait vu semblait flou, détaché. Le vrai monde était resté derrière elle, dans cette maison de Neuilly-sur-Seine, entre un piano électronique, des dessins d'enfants et une voix d'homme retenant ses mots. Le nouveau monde l'attendait à Lyon, un centre, des démarches administratives, des nuits dans un dortoir partagé, des repas pris en silence avec d'autres femmes, aux histoires sûrement aussi brisées que la sienne. Elle avait vécu dans la rue, elle avait connu le froid, la faim, l'oubli. Elle avait résisté, mais cette fois ce n'était pas la peur qui l'envahissait, c'était la perte, une perte sans nom, parce qu'il n'y avait eu ni promesse, ni engagement. Et pourtant, elle sentait qu'elle abandonnait quelque chose d'essentiel. À 17h38, elle se leva. Elle marcha lentement vers la voie indiquée. Les quais étaient déjà remplis. Elle se positionna à l'endroit exact où son wagon devait s'arrêter. Tout autour d'elle, des annonces retentissaient, des valises claquaient, des enfants pleuraient. Le monde continuait de tourner. Elle, figée au bord de sa propre bascule. À 17h58, alors qu'elle venait de sortir son billet pour l'avoir en main au moment de l'embarquement, une silhouette apparut entre la foule. Thomas. Il avançait d'un pas rapide, presque désorienté, comme quelqu'un qui ne savait pas exactement ce qu'il venait dire, mais savait qu'il ne pouvait pas ne rien dire. Claire le vit. Son cœur s'accéléra, mais elle ne bougea pas. Il arriva à sa hauteur, essoufflé, les cheveux en désordre, les joues rouges du froid. Il ne parla pas tout de suite. Il la regarda. Elle tenait toujours le billet. Il le vit. Il regarda la valise, puis son visage. Il ne demanda pas si elle allait partir. Il savait. Et pourtant, il ne la supplia pas de rester. Il sortit simplement une enveloppe de sa veste, la lui tendit. Elle la prit, un peu surprise. Il dit seulement « Je ne pouvais pas te laisser partir sans te dire ce que je ne savais pas encore te dire hier. » Le haut-parleur annonça l'embarquement. Claire le regarda. Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille. Pas de lettres, pas de paragraphe, pas de signature.
Une phrase manuscrite, fine, droite, lisible. « Tu es le foyer que je ne savais pas qu'il me manquait. » Elle resta figée. Son souffle se suspendit. Thomas ne bougea pas. Il la laissait décider. Il n'avait rien d'un héros de roman. Il avait l'air vulnérable, désarmé, humain. Claire referma l'enveloppe. Elle jeta un coup d'œil vers la rame. Les portes étaient ouvertes. Le contrôleur vérifiait les billets. Les voyageurs montaient. Elle ne bougea toujours pas. À 18 heures précises, les portes du train commencèrent à se refermer. Claire fit un pas en arrière. Thomas ne comprit pas tout de suite. Elle ne disait rien. Elle ne pleurait pas. Mais elle ne montait pas dans le train. Et alors, il comprit. Il ne sourit pas. Il ne l'embrassa pas. Il ne l'enlaça pas. Il resta là, les mains dans les poches, le regard planté dans le sien. Elle recula encore d'un pas. La rame s'ébranla. Le train partit sans elle. Elle attendit que les roues s'effacent dans la courbe. Le quai se vida peu à peu. Elle et Thomas restèrent seuls. Puis, sans un mot, elle marcha vers lui. Ils quittèrent la gare ensemble, côte à côte, sans se toucher. Elle ne savait pas ce qu'elle allait faire le lendemain. Elle ne savait pas s'il y aurait une place pour elle, un emploi, une stabilité. Mais elle savait que ce moment-là, cette marche silencieuse à deux, valait toutes les incertitudes. Parce que parfois, choisir de rester n'est pas une fuite, c'est une forme de courage. Le lendemain matin, la maison était baignée par une lumière douce, pâle mais stable. Rien ne semblait avoir changé à première vue. Le jardin s'étendait toujours derrière les baies vitrées, les feuilles jonchaient encore les pierres du chemin, la table de la cuisine était vide, propre, rangée. Les murs, silencieux, retenaient le souvenir du départ manqué de la veille. Mais dans l'air, une présence nouvelle s'était installée, une sensation presque imperceptible, mais tangible. Quelque chose avait basculé. Thomas se réveilla avec la sensation étrange d'avoir rêvé toute la nuit sans se souvenir de rien. Il se leva, passa une main dans ses cheveux, enfila un pull posé sur le dossier d'une chaise, descendit lentement les escaliers. Il n'entendait aucun bruit. Il ne s'attendait à rien. Il avançait sans penser. Et pourtant, arrivé dans le couloir du rez-de-chaussée, il s'arrêta net. La porte de la cuisine était entr'ouverte. Une odeur de café s'en échappait. Il marcha doucement, poussa la porte et la vit, Claire, debout devant l'évier, une tasse entre les mains, les yeux tournés vers le jardin. Elle portait le même pull gris que la veille. Ses cheveux étaient attachés à la va-vite, et ses chaussures, posées près de la porte, portaient encore la poussière du quai de gare. Elle se retourna en entendant la porte. Le regard qu'elle lui lança n'était ni triomphant ni hésitant. Il était calme, présent. Thomas s'approcha. Il ne posa pas de questions. Elle non plus. Elle lui tendit une tasse. Il la prit. Ils restèrent debout, face à la fenêtre, sans parler pendant plusieurs minutes. Puis Claire rompit le silence, d'une voix neutre, presque administrative. « Tu m'as embauché pour 8 jours. » Il hocha la tête, légèrement. Elle poursuivit. « Aujourd'hui, c'est le 9e, le premier jour sans contrat. » Il tourna enfin la tête vers elle. Elle continua. « Je suis encore là, mais je ne sais pas pour combien de temps. Je ne fais pas de promesses. » Il répondit simplement « Moi non plus. » Ils s'assirent. Le café était encore chaud. Les murs de la cuisine, longtemps témoins d'une routine figée, accueillaient à présent un silence plus habité. Claire observait chaque objet avec une attention différente, non plus comme une étrangère, mais comme quelqu'un qui voulait comprendre l'espace où elle se trouvait. Thomas, lui, semblait moins tendu, moins sur ses gardes. Il ne cherchait plus à tout contrôler. Il écoutait. Quelques minutes plus tard, des pas d'enfant résonnèrent dans l'escalier. Victoire apparut dans l'encadrement de la porte, les yeux encore gonflés de sommeil. Elle vit Claire, ne sourit pas immédiatement, mais s'approcha, sûre d'elle. Elle grimpa sur la chaise, attrapa la main de Claire, la serra. Puis, pour la deuxième fois, elle prononça son prénom plus clairement que la veille. Claire, ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Claire répondit en lui servant du jus d'orange, puis en lui coupant une tranche de pain. Tout se fit naturellement. Il n'y avait plus de rôle à jouer. Elle n'était plus une employée temporaire, ni une étrangère de passage. Elle était là, simplement, et Victoire l'acceptait. Mieux, elle la reconnaissait. La journée s'écoula lentement, sans événement majeur. Thomas travailla depuis son bureau à l'étage. Solène passa brièvement en fin de matinée, salua Claire avec une neutralité polie, ne posa aucune question. Elle comprit que les choses avaient changé,
mais ne demanda pas comment. Claire s'occupa de la maison, fit une machine, rangea quelques affaires, cuisina avec Victoire. Elle ne cherchait pas à s'imposer. Elle agissait comme si elle avait toujours été là. L'après-midi, elles sortirent toutes les deux au parc voisin. Claire portait la veste que Thomas lui avait prêtée quelques jours plus tôt. Victoire courait sur les pelouses, riait sans se cacher. Elle ne parlait pas encore beaucoup, mais son corps entier communiquait une liberté retrouvée. Claire la suivait de près, les mains dans les poches, attentive sans être intrusive. En fin de journée, de retour à la maison, Thomas les attendait sur le perron. Il leur ouvrit la porte. Claire entra, Victoire passa devant. Il posa brièvement sa main sur l'épaule de Claire, un geste bref, sans mots. Elle ne se déroba pas. Elle ne répondit pas non plus. Il n'y avait pas de décision à prendre ce jour-là, pas de statut à définir, juste un espace à préserver. Le soir venu, après avoir bordé Victoire, Claire redescendit dans le salon. Thomas l'attendait debout près de la bibliothèque. Il tenait un dossier à la main. Il le lui tendit. À l'intérieur, une offre de contrat, sans durée précise, sans engagement lourd, mais avec une clause claire. Temps indéfini avec révision mensuelle selon accord mutuel. Elle referma le dossier. Elle le posa sur la table. Elle dit « Pas ce soir ». Il acquiesça. Ils s'assirent, l'un en face de l'autre. Pas de télévision, pas de musique, juste le crépitement du chauffage, le léger cliquetis d'une horloge murale. Claire leva les yeux. « Tu sais que ça ne sera pas simple. Je n'ai rien. Je ne suis rien. Officiellement. » Thomas répondit « Tu es celle qui a rendu ma fille à elle-même. » Elle secoua la tête. Elle s'est retrouvée toute seule. J'étais juste là pour qu'elle se sente moins seule en attendant. Il ne dit rien. Il savait qu'aucune parole ne suffirait. Il savait aussi que parfois les gestes valent mieux que les discours. Il se leva, alla jusqu'à un tiroir, en sortit la boîte à clés. Il la posa devant elle. Elle l'ouvrit. La clé était toujours là. Elle la prit cette fois, la serra dans sa paume et la rangea dans sa poche. Elle resta silencieuse, lui aussi. Ce 9e jour ne fut pas un commencement flamboyant. Il ne fut pas une explosion d'émotions ou un tournant spectaculaire. Il fut simplement cela. Un jour de plus. Un jour en dehors du contrat. Un jour où une femme sans abri, sans statut, sans projet défini, avait choisi de rester. Un jour où un homme, pourtant maître de sa vie, avait accepté de ne plus tout contrôler. Un jour où une enfant, mutique depuis des mois, avait prononcé un prénom pour la 2e fois. Ce 9e jour n'était pas une fin. Il n'était même pas un vrai début. Mais il était la preuve qu'entre les jours prévus, entre les attentes et les obligations, il existait des instants capables de redéfinir une trajectoire. Claire n'avait pas toutes les réponses, Thomas non plus, mais ils étaient là, ensemble, et c'était suffisant pour aujourd'hui.